J'ai entendu mon mari PDG dire à sa secrétaire, « Assez, ou ma femme va se douter », alors j'ai frappé à la porte des bureaux. J'ai entendu mon mari, le PDG, dire à sa secrétaire, « Assez ou ma femme va suspecter quelque chose ». Alors j'ai défoncé la porte du bureau. Chapitre 1. La porte qu'elle défonça. À 16h12, un mercredi après-midi, le dernier étage du groupe Phare d'Argent était trop silencieux. Claire Dubois sortit de l'ascenseur, une mallette de documents gris ardoise à la main gauche et l'assurance d'une femme qui s'était entraînée à ne jamais se presser. Elle portait un chemisier de soie blanc, une jupe crayon noir, de petites perles aux oreilles et le genre de talons bas qui ne s'excusait pas d'être pratique. Ses cheveux étaient tressés en un chignon net à la nuque. Son maquillage était léger, son expression sereine, et tout en elle ressemblait à une lame qui n'avait pas encore quitté son fourreau. La réceptionniste derrière le bureau de direction commença à se lever. « Madame Duval, Monsieur Duvalet. »« Je sais, » dit Claire, sans dureté, sans chaleur, juste avec assez de certitude pour que la jeune femme se rassoie. « Je dépose le dossier capital encre. Je le laisserai sur son bureau. » Personne ne l'arrêta. Personne n'imagina que Claire n'était pas venue livrer un dossier. Elle était venue confirmer ce que ses os savaient déjà. Le couloir devant la suite du PDG était lumineux, inondé de la lumière blanche et froide que le groupe Phare d'Argent utilisait dans tous ses espaces exécutifs. Le genre de lumière qui rend la peau pâle et les mensonges propres. Claire passa devant la rangée de bureaux aux vitres dépolies. Passa devant les photos encadrées de coupes de ruban et de galas de charité, passa devant le portrait glacé de son mari recevant le prix du leadership émerge de l'année dernière, une main à sa taille. Devant la porte du bureau d'Adrien Duval, elle s'arrêta. Elle n'était pas complètement fermée. Un mince interstice, négligent, fendait la porte de son cadre, et de cet interstice vint une voix de femme, douce et mielleuse de grief théâtral. « Adrien, tu m'as fait mal. » La poigne de Claire se resserra sur le porte-document. La pièce resta silencieuse pendant 2 secondes. Puis vint le rire grave qu'elle connaissait mieux que sa propre sonnerie. Elle avait entendu ce rire à travers les îlots de cuisine, les salles d'attente d'hôpital, les dîners d'investisseurs, et le premier appartement où Phare d'Argent n'avait été que 2 bureaux empruntés et un rêve. Adrien avait une façon de rire quand il voulait faire en sorte que quelqu'un se sente choisi. Un son paresseux et indulgent, un son qui lui avait autrefois appartenu. « C'est assez, » murmura-t-il. « Si tu continues comme ça, ma femme va commencer à suspecter quelque chose. » « Ma femme » fit Vanessa Roux, faisant rouler les mots comme des bonbons fondant sur sa langue. « Tu l'appelles toujours comme ça quand tu es avec moi ?» Il y eut un bruissement de tissu, un léger frottement de meubles. Quelqu'un se rapprochait. Puis Adrien, à moitié riant, à moitié avertissant, dit « Oui, ma femme. » Les 3 mots ne brisèrent pas Claire. Se briser faisait du bruit. Ceci était plus silencieux. La dernière fine pellicule d'auto-tromperie se décolla simplement de son cœur. Donc, ce n'était pas de longues réunions, des appels retardés, des dîners clients d'urgence, des SMS de minuit de l'équipe stratégique, ou le léger parfum sur ses chemises qu'il prétendait provenir de réceptions bondées. Ce n'était pas son imagination. Ce n'était pas qu'elle devenait trop sensible après des années à s'entendre dire que les femmes sérieuses transforment la suspicion en personnalité. C'était Adrien dans le bureau qu'elle avait aidé à construire, disant à sa secrétaire qu'il avait une femme à duper. À l'intérieur, Vanessa rit à nouveau. « Alors pourquoi me laisser venir dans ton bureau ? Parce que tu n'écoutes pas. Est-ce que je t'ai poursuivi ou est-ce que tu m'as retenu ? Vanessa, quoi ? Je ne vais pas courir chez ta femme pour lui dire. » La phrase ne fut jamais terminée. Claire leva un pied et défonça la porte. Le choc résonna comme un coup de feu. La porte claqua contre le mur, rebondit d'un demi-pouce, et laissa la pièce figée. Claire se tenait dans l'embrasure, blanche de fureur et assez froide pour rendre cette fureur élégante. Elle jeta le porte-document sur le bureau d'Adrien. Des papiers s'envolèrent en éventail gris et épinglèrent un tube de rouge à lèvres rouges qui roulait près du clavier. Le capuchon n'était pas vissé. Une tache de couleur saignait déjà sur le plateau en verre noir comme une blessure. Vanessa était près du canapé.
L'une était dessus, l'autre était basculée sur le côté près du tapis. Son chemisier était à moitié rentré, son col de travers, et une marque rouge fraîche apparaissait à la base de sa gorge avant qu'elle ne la cache d'une main. Ses cheveux s'étaient détachés de leur ondulation soignée d'assistante exécutive, et le joli visage impuissant qu'elle affichait lors des déjeuners de conseil ne s'était pas encore réarrangé. Adrien se tenait à ses côtés. Sa cravate était dénouée. Les premiers boutons de sa chemise étaient défaits. L'homme qui ne permettait jamais qu'un bouton de manchette soit mal orienté resta pendant une seconde entière, dépossédé de la parole. Puis ses yeux rencontrèrent ceux de Claire. Claire. Elle jeta un coup d'œil de la gorge de Vanessa à sa chemise, puis au post-it froissé à côté de son ordinateur portable. 2 lignes. L'écriture de Vanessa. Viens-tu ce soir? Je veux à nouveau tes bras autour de moi. Claire le lut, sourit une fois, et ne ressentit rien dans ce sourire que de la glace. Continue, dit-elle. J'écoute. Vanessa se remit la première. Elle fit un pas en arrière hésitant, serrant son col. Madame Duval, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Nous n'étions pas. Pas quoi? Demanda Claire. Pas en train de laisser votre rouge à lèvres sur son bureau. Pas en train de perdre votre chaussure sous son canapé. Pas en train de discuter des projections trimestrielles avec tant de passion que votre chemisier en a oublié son rôle. Le visage de Vanessa se vida, Adrien s'avança, retrouvant sa voix de PDG. Claire, calme-toi. Calme-toi. Claire le regarda avec une incrédulité si manifeste qu'il s'arrêta. Pourquoi est-ce toujours la première chose que les hommes disent quand on les attrape les pantalons à mi-mollet? Je me tenais devant cette porte et je t'ai écouté rire avec elle sur la façon dont ta femme pourrait te suspecter. Maintenant tu veux que je sois calme. Sa mâchoire se contracta. Ce n'est pas ce que tu penses. Merveilleux. Dis-moi ce que j'ai mal pensé. Était-ce la secrétaire assise dans ton bureau avec sa chemise défaite? Ou est-ce que tu te tiens là, l'air d'avoir oublié que ce bâtiment a des caméras? Ou la partie où tu as dit « ma femme était-elle en fait un nouveau type d'exercice de team building ?» Claire, dit Adrien plus sèchement. Les yeux de Vanessa brillèrent. Vous devriez faire attention à la façon dont vous me parlez. Claire se tourna vers elle. Je devrais faire attention à la façon dont je vous parle? Vous saviez qu'il était marié et vous êtes venu dans son bureau pour jouer à la maîtresse pendant les heures de travail. Qu'est-ce que vous préférez que j'observe? Mon ton ou votre talent pour grimper sur des hommes mariés? Les mots frappèrent plus fort parce qu'elle ne les avait pas criés. Vanessa recula comme si elle avait été giflée. Elle regarda Adrien, attendant protection, et il la lui donna. Assez, dit-il, se plaçant entre elles. Claire le regarda choisir en temps réel avec une clarté parfaite. Il ne tendit pas la main vers sa femme. Il ne s'excusa pas. Il ne dit pas, tu m'as attrapé et j'ai honte. Il mit son corps entre Claire et la femme dont le rouge à lèvres était encore cassé sur son bureau. Quelque chose à l'intérieur de Claire cessa de souffrir. Cela se referma simplement. Je ne suis pas venue ici pour me battre, dit-elle. Les yeux d'Adrien se rétrécirent. Alors, pourquoi es-tu venu? Pour confirmer exactement à quel point tu étais sans vergogne. Son visage changea. Elle se pencha, ramassa le talon haut égaré de Vanessa et le jeta sur le bureau à côté du rouge à lèvres. Reprends tes affaires, dit Claire à Vanessa. Si tu laisses des preuves, quelqu'un pourrait les confondre avec des fournitures de bureau. La bouche de Vanessa trembla d'humiliation. Vous êtes folle. Non, dit Claire. Je suis observatrice. Elle attrapa le rouge à lèvres cassé, le brisa net en deux, et laissa tomber les 2 moitiés sur le bureau. La cire rouge laissa une entaille sur le verre. Vanessa s'écria. C'était une édition limitée. Claire la regarda. Aujourd'hui, c'est du rouge à lèvres. Plus tard, nous verrons ce qui se brisera d'autre. Les yeux d'Adrien s'assombrirent. Claire, ne menace pas les gens dans mon bureau. Ton bureau? Elle regarda autour de la pièce. C'est généreux.
La moitié de l'argent qui a permis au groupe Phare d'Argent de réaliser sa première acquisition provenait de la fiducie de ma famille, et l'architecture de risque que tu présentes encore comme ton génie est sortie de mes feuilles de calcul. Ce bureau est une pièce que tu as été autorisé à occuper. Les mots firent mouche. Adrien resta immobile. Pour la première fois, la peur traversa sa colère. Claire le vit. Elle l'arrangea. Réfléchis bien, Adrien, dit-elle à la porte. Demande-toi si ce que j'ai découvert aujourd'hui n'est qu'une liaison. Il déglutit. Qu'est-ce que ça veut dire? Claire ne répondit pas. Elle redescendit le couloir des cadres, le dos droit, le cliquetis de ses talons assez régulier pour que la réceptionniste puisse faire semblant de n'avoir rien entendu. Dans son sac à main, son téléphone commença à vibrer. Adrien encore. Encore et encore. Claire regarda les numéros de l'ascenseur descendre et sentit la rage froide en elle s'aiguiser en quelque chose de plus utile. Un lit, métaphoriquement parlant, pouvait ruiner un mariage. Un grand livre pouvait ruiner un homme. Chapitre 2. La lettre d'audit. Au moment où Claire atteignit le parking souterrain, Adrien avait envoyé 12 SMS. Claire, reviens. Tu as mal compris. Ne rends pas cela public. Nous devons parler à la maison. Vanessa était malade. Je l'aidais. Tu en fais plus que ce que c'est. Cette dernière phrase fit rire Claire une fois sans humour, seule dans l'ascenseur. Plus que ce que c'est. Pendant 7 ans, Adrien avait survécu en décidant de la taille des choses. Ses erreurs étaient des malentendus. Ses soupçons étaient des réactions excessives. Ses absences étaient des obligations. Ses questions étaient de la pression. Son ambition était une vision. Sa prudence était du pessimisme. Quand elle avait quitté son rôle opérationnel officiel au sein du groupe Phare d'Argent après leur mariage, il avait appelé cela un partenariat. Quand elle avait nettoyé ses modèles de financement à minuit, il avait appelé cela du soutien. Quand il avait utilisé les relations de sa famille pour gagner de la crédibilité auprès des banques et des fournisseurs, il avait appelé cela « construire ensemble ». Maintenant, il avait regardé sa secrétaire avec son chemisier de travers et avait dit à Claire qu'elle en faisait plus que ce que c'est. Elle monta dans sa voiture et ne démarra pas le moteur. Au lieu de cela, elle appela Estelle Leroy. Estelle avait été la colocataire de Claire à l'université, plus tard une avocate spécialisée dans le contentieux d'entreprise, et pendant les 3 dernières années, la seule personne dans la vie de Claire qui pouvait entendre 3 phrases et savoir s'il fallait apporter du vin. Une action en justice ou les deux. Dis-moi que tu n'appelles pas à cause d'Adrien, dit Estelle. Prends des notes. L'humour facile disparut. J'écoute. Aujourd'hui, à 16h12, je suis entré dans le bureau d'Adrien au groupe Phare d'Argent pour déposer le dossier Capital Ancre. La porte était entr'ouverte. J'ai entendu Adrien Duval et Vanessa Roux, assistante exécutive au bureau du PDG, avoir une conversation intime. Adrien m'a désignée comme sa femme et a dit que je pourrais les suspecter si elles continuaient. J'ai défoncé la porte et les ai trouvés dans une situation compromettante. Il y avait des indicateurs physiques d'intimité, vêtements désordonnés, un rouge à lèvres sur son bureau, l'une de ses chaussures par terre, et une note manuscrite d'elle lui demandant s'il viendrait ce soir. Estelle expira lentement. Es-tu en sécurité? Oui. As-tu enregistré? Non. Je ne savais pas dans quoi je m'engageais. Le bureau avait-il des caméras internes? Zone commune. Oui. Le bureau n'a probablement pas d'audio, mais l'angle d'entrée peut montrer qui est entré et quand. Les journaux de porte montreront son accès. Bien. Ne le confronte plus sans documentation. Ne menace pas. Ne négocie pas sous le coup de la colère. Je lui ai déjà dit de considérer si je n'avais trouvé qu'une liaison. Claire. Je sais. Estelle resta silencieuse un instant. Tu penses qu'il y a de l'argent derrière ça? Je sais qu'il y a de l'argent derrière ça. Vanessa porte un bracelet Cartier qui ne vient pas de son salaire. Le mois dernier, j'ai vu une facture de fournisseur sur l'écran d'Adrien avec ses initiales dans le nom du fichier. Il a fermé l'ordinateur trop vite.
À l'époque, j'ai laissé tomber parce que je ne voulais pas devenir la femme paranoïaque qu'il ne cessait de dire que j'étais. Envoie-moi tout ce dont tu te souviens. Appelle aussi Marc. Claire regarda à travers le pare-brise le pilier en béton devant sa voiture. Marc Lambert? Oui. Tu as besoin d'une expertise comptable, pas seulement de fureur maritale. La firme de Marc a fait l'assainissement de Pont-de-Pierre. Il peut préserver les grands livres avant qu'Adrien ne les réécrive. Marc travaille avec des conseils d'administration. Il est cher. Être volé l'est aussi. Claire ferma les yeux. D'accord, dit-elle. Appelle-le. Non, dit Estelle. C'est toi qui l'appelles. Si ça vient de moi, c'est une bataille juridique. Si ça vient de toi, c'est une urgence de gouvernance. Claire raccrocha, trouva le numéro de Marc Lambert, et resta le pouce en l'air au-dessus. Elle connaissait Marc professionnellement. Tout le monde dans son cercle le connaissait professionnellement. Il avait le calme troublant d'un chirurgien et les manières d'un homme qui n'avait jamais besoin d'élever la voix parce que les documents faisaient le travail de découpe pour lui. Il avait une fois démantelé une fausse chaîne d'approvisionnement en 3 jours et fait l'avouer 3 vice-présidents avant le petit déjeuner. Adrien ne l'aimait pas. Cela seul était une recommandation. Marc décrocha après la 2e sonnerie. Claire. Monsieur Lambert, vous ne m'appelez ainsi que lorsque quelque chose brûle. Le bureau du PDG du groupe Phare d'Argent a besoin d'un audit spécial. Une pause, puis, définissez besoin, point. Aujourd'hui, j'ai trouvé Adrien dans une situation compromettante avec son assistante exécutive. Je suspecte que des fonds de l'entreprise aient pu être détournés à son profit par le biais d'approvisionnements administratifs, de frais de conseil ou de remboursement de fournisseurs. J'ai besoin que des avis de conservation soient émis avant que quiconque ne supprime des enregistrements. Avez-vous l'autorité? Je suis toujours répertoriée comme représentante des investisseurs fondateurs en vertu de l'accord d'exploitation modifié. La clause sur les droits d'audit a survécu à la réorganisation. Je détiens également des droits d'observatrice du conseil d'administration par le biais de la conversion du billet de trésorerie de la fiducie du bois. Vous avez la clause? Oui. Envoyez-la. Je l'examinerai dans 15 minutes. Si le langage est tel que vous vous en souvenez, nous pourrons émettre une demande de conservation ce soir et avoir une équipe sur place demain matin. Nous aurons besoin de captures d'archives email, de journaux de paiement, de notes de frais, de fichiers maîtres de fournisseurs, de registres d'accès sécurisés et d'approbation d'achats administratifs. Claire ouvrit les yeux. Faites-le. Vous comprenez ce que cela signifie? Cela signifie qu'il ne peut pas supprimer assez vite. Cela signifie également que l'entreprise sera au courant. Bien. Le silence de Marc fut réfléchi, non hésitant. Envoyez les documents. Claire envoya la clause des droits d'audit, le billet de l'actionnaire, la correspondance du conseil d'administration et le tableau de capitalisation actuel avant de quitter le parking souterrain. À 17h08, elle reçut sa réponse. Autorité suffisante. Rédaction de l'avis de conservation en cours. À 17h12, Adrien rappela. Claire le laissa sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis elle rentra chez elle. Leur appartement donnait sur la rivière de l'Est. Adrien avait choisi l'immeuble parce que le hall en verre faisait croire aux investisseurs à l'ampleur. Claire avait choisi le bureau orienté ouest parce qu'en hiver, la lumière tardive tombait directement sur le bureau où elle révisait les mémos de conformité pendant qu'Adrien dormait la tête sur ses genoux. L'appartement était impeccable. Il l'avait aimé ainsi. Plan de travail propre, éclairage chaud, photos encadrées en noir et blanc. Aucune preuve que 2 personnes avaient un jour construit une entreprise à partir d'anxiété et de plats à emporter. Claire retira ses boucles d'oreilles et les posa dans la soucoupe près de la porte. Elle ne pleura pas. Pleurer exigeait que son corps croie que quelque chose venait d'être perdu. Son corps était encore en train de rattraper son retard. Son esprit avait déjà avancé. À 17h40, Adrien utilisa sa clé. Il entra trop prudemment. Les hommes qui se sentaient innocents n'entraient pas chez eux comme des cambrioleurs. Claire.
Elle se tenait près de l'îlot de la cuisine avec un verre d'eau qu'elle n'avait pas touché. Adrien s'était arrangé. Ses cheveux étaient peignés. Sa cravate avait disparu. Il avait changé de chemise, probablement une de son placard au bureau. L'ancienne chemise, celle qui sentait Vanessa et la panique, serait déjà dans un sac de pressing ou un vide-ordures. « Dis-moi, dit Claire. » Il la fixa. « Te dire quoi? L'histoire? Tu as toujours besoin d'une histoire. » Il tressaillit. « Bien, dit-il en expirant fortement. » Vanessa était contrariée. Elle traversait quelque chose de personnel. Elle s'est trop appuyée sur moi et j'ai laissé les frontières s'estomper. C'est de ma faute. Mais ce que tu penses qui s'est passé ne s'est pas passé. Claire le regarda parler et trouva la mécanique fascinante. Le sourcil adouci, la voix basse, l'utilisation prudente de la responsabilité partielle, les frontières s'estompent, personnel, contrarié, pas ce que tu penses. Des mots conçus pour remplir l'espace où la vérité devrait se tenir. Elle demandait si tu venais ce soir. Sa mâchoire se serra. Elle parlait d'un dîner professionnel. Elle a dit qu'elle voulait tes bras autour d'elle. Elle est dramatique. Sa chaussure était par terre. Claire. Son col était ouvert. Assez. L'ancienne Claire se serait peut-être arrêtée là. Non pas parce qu'elle le croyait, mais parce que sa colère avait l'habitude de ressembler à un mur qu'elle ne pouvait pas se permettre de heurter. Aujourd'hui, elle s'appuya contre ce mur et le trouva creux. Non, dit-elle. Pas assez. Son expression se durcit. C'est pourquoi je ne te racontais pas toutes les petites choses. Tu prends un moment et tu le transformes en procès. Vraiment? Oui. Tu es émotive en ce moment. Claire leva enfin son verre et but. Adrien, dit-elle, j'ai activé une clause de droit d'audit cet après-midi. Pendant un instant, toute sa formation le quitta. La couleur quitta son visage. Puis il cligna des yeux et força la confusion. Quoi? Un avis de conservation va être envoyé aux services financiers, juridiques, au bureau du PDG, aux achats, et cela dès ce soir. Toutes les notes de frais, les approbations de fournisseurs, les achats administratifs, les factures de conseil, les journaux d'accès, les archives e-mail et les enregistrements de paiement liés au bureau du PDG et à Vanessa Roux seront conservés et examinés. Sa main se referma sur le dossier d'une chaise de salle à manger. As-tu perdu la tête? Non. Tu as introduit un problème conjugal dans l'entreprise. Tu as fait ça quand tu as amené ta secrétaire dans ton bureau et peut-être dans les livres de l'entreprise. Ses yeux brillèrent. Fais très attention. Claire inclina la tête. Cela ressemble à une menace. C'est un avertissement. Le groupe Phare d'Argent est à 2 semaines de la réunion sur la feuille de conditions de capital encre. Si tu lances un audit maintenant, tu nuis à l'entreprise. Tu nuis aux employés. Tu nuis à la valeur de ton propre investissement. Alors prie pour que l'audit ne trouve rien. Il la fixa. Tu fais ça pour me punir. Je fais ça parce que tu m'as appris à ne pas faire confiance à tes paroles. Cela le frappa. Elle le vit. Il contourna l'îlot et tendit la main vers son poignet. Elle recula. Claire, écoute-moi. J'ai fait une erreur aujourd'hui. Je m'occuperai de Vanessa. Je la ferai quitter le bureau du PDG. Je m'excuserai correctement. Mais si tu pousses cet audit, les gens l'utiliseront. Les concurrents, les investisseurs, le conseil d'administration. Tu sais à quel point la confiance est fragile. La confiance en quoi? Demanda Claire. En ta capacité à cacher des choses. Sa bouche s'aplatit. Laisse-moi arranger ça. Il dit, tu as eu des années. Il sembla soudain fatigué. Un instant, elle revit le jeune homme de leur premier bureau, celui qui avait dormi sous un bureau loué, et chuchoté qu'il craignait que l'entreprise ne meure d'ici lundi. Elle avait tellement aimé cette version de lui qu'elle avait confondu sa peur avec de la bonté. J'ai construit ça, dit-il doucement. Nous avons construit ça. Son visage changea de nouveau, un éclair d'irritation qu'il ne put cacher.
Et là, c'était la vérité sous chaque argument. Il avait commencé à croire à l'histoire dans laquelle Claire était la femme solidaire en arrière-plan et lui le fondateur sous les projecteurs. Elle hocha la tête presque à elle-même. Exactement. Son téléphone sonna. Il baissa les yeux. Vanessa. Claire vit le nom. Il ne répondit pas. Trop tard. À 18h23, chaque cadre concerné du groupe Phare d'Argent reçut l'avis de conservation de Marc Lambert. À 18h29, Claire reçut un message d'Estelle. Ne dors pas dans le même appartement ce soir. Claire mit le verre dans l'évier. Je vais dans un hôtel, dit-elle. La tête d'Adrien se releva brusquement. Claire. Elle prit son manteau. Ne supprime rien. La porte se referma doucement derrière elle. Le vrai combat commença avec les papiers. Chapitre 3. Les hommes qui appelaient cela de l'émotion. Le lendemain matin, à 9h, le groupe Phare d'Argent semblait calme de l'extérieur. La cascade du hall tombait toujours dans son silence corporate lustré. Le bureau de la réception sentait toujours légèrement l'hélice. Les agents de sécurité saluaient toujours la direction générale comme si le cœur du bâtiment n'avait pas changé pendant la nuit. À l'intérieur, les gens chuchotaient. Claire arriva à 8h47 vêtue d'un pantalon anthracite, d'un chemisier crème, et sans alliance. L'absence était minime. Elle fit néanmoins son effet. Estelle la rencontra dans le hall avec une mallette en cuir et la satisfaction sombre d'une femme qui avait déjà lu 6 documents avant le petit déjeuner. Marc Lambert arriva 3 minutes plus tard avec 2 associés, un technicien en preuve et un parajuriste portant un scanner portable. Marc portait un costume gris et une cravate bleue si discrète qu'elle semblait conçue pour n'offenser personne tout en les détruisant. « Bonjour, dit-il. Monsieur Lambert. »« Marc, corrigea-t-il. » Les yeux d'Estelle se posèrent sur la main gauche de Claire, mais elle ne dit rien. Au portique de sécurité, la réceptionniste de la veille se leva trop vite. « Madame Duval, Monsieur Duval attend. »« Nous ne sommes pas là pour Monsieur Duval, dit Estelle. Nous sommes ici conformément à l'avis de droit d'audit émis la nuit dernière. » Le visage de la jeune femme se figea. Une assistante juridique du bureau du conseiller général de Phare d'Argent descendit en hâte de la batterie d'ascenseur, tout sourire nerveux et paume humide. Il y a peut-être une confusion sur la portée. Il n'y a aucune confusion, dit Marc. Il y a un avis de conservation, un droit d'audit contractuel et une collecte sur site programmée. Veuillez nous conduire à la salle de conférence temporaire identifiée dans l'accusé de réception du conseil. L'assistante regarda Claire. Claire la regarda en retour. Ils montèrent. La salle de conférence 28B avait été mal préparée, ce qui en dit plus à Claire que n'importe quelle préparation n'aurait pu le faire. Quelqu'un y avait apporté 2 imprimantes, un chariot d'eau en bouteille et un triste plateau de pâtisserie. Mais la pièce n'avait pas d'accès réseau sécurisé dédié, pas de code de photocopieuse et pas de technicien informatique en attente. Marc jeta un coup d'œil à la pièce. Ils espèrent traîner les pieds. Combien de temps avez-vous besoin, demanda Claire. Pour savoir s'il cache quelque chose. 10 minutes. Pour le prouver, plus longtemps. Estelle sourit. Je l'aime bien. La première résistance vint du directeur financier, Marc Delacroix, un homme qui avait survécu à 3 restructurations en étant d'accord avec quiconque détenait le plus de pouvoir dans la pièce. Claire, Marc dit, utilisant son prénom comme le faisaient les cadres quand ils voulaient vous rappeler d'anciens dîners. Nous respectons tous vos droits en tant qu'investisseuse, mais c'est une étape agressive. Je crains que nous ne laissions une situation personnelle perturber les opérations. Marc, dit Claire, où sont les dossiers d'achat du bureau du PDG? Sa bouche se ferma. Nous devons être prudents, dit-il, certains documents incluent des communications privilégiées. Des journaux de privilège peuvent être préparés, dit Estelle, mais ils ne peuvent pas servir de couverture générale pour les notes de frais. Marc tenta une approche plus douce. Adrien est prêt à discuter de cela en privé. L'expression de Claire ne bougea pas. Adrien a eu son intimité hier. Cela mit fin à l'approche douce. À midi,
l'équipe de Marc avait sécurisé des images miroirs des archives email du bureau du PDG, des systèmes de dépenses, des approbations d'achat et des journaux d'accès aux portes. À 1h, ils avaient identifié 8 paiements acheminés par des fournisseurs de conseils avec des conventions de nommage inhabituelles. À 2h, 3 de ces fournisseurs partageaient des adresses postales avec des entités écrans sans rapport. À 3h, le profil d'employé de Vanessa Roux montrait un accès de contournement à des fichiers qu'aucune assistante exécutive ne devrait toucher. Et à 15h15, quelqu'un du service financier divulgua le récit préféré. Madame Duval a trouvé quelque chose et est devenue folle. Elle est émotive. Elle essaie de punir Adrien. L'audit concerne probablement la secrétaire. Cela va passer si le conseil la calme. Claire entendit les chuchotements en se rendant aux toilettes et ne ressentit qu'un léger intérêt clinique. Les hommes avaient toujours aimé le mot « émotive » quand les femmes touchaient au pouvoir. Si elle souriait à la trahison, elle était froide. Si elle refusait de sourire, elle était instable. Si elle enquêtait, elle était vindicative. Si elle n'enquêtait pas, elle était faible. Elle se lava les mains, se regarda dans le miroir et arrangea une mèche rebelle. À 16h, Adrien fit son premier mouvement. Il convoqua une réunion informelle des cadres dans la salle de réunion principale et invita Claire comme si elle était une chef de service indisciplinée. Marc et Estelle lui conseillèrent de ne pas y assister à moins qu'elle n'ait l'intention de ne rien dire ou presque. Claire y assista. La salle de réunion sentait le café et la peur. Adrien était assis en bout de table dans un costume marine, avec Marc Delacroix à sa gauche, la conseillère juridique Petra Lefebvre à sa droite, et 2 vice-présidents seniors que Claire savait dépendre silencieusement des faveurs d'Adrien depuis des années. Vanessa était absente. Cette absence était théâtrale. « Merci d'être venu, dit Adrien. Claire était assise à l'autre bout de la table. Estelle était assise à ses côtés. Marc se tenait près de l'écran avec une tablette illisible. Adrien commença bien. Il le faisait toujours. Hier, il y a eu un malentendu privé entre ma femme et moi. Malheureusement, dans le feu de l'action, certaines actions d'audit ont été déclenchées. Bien que nous respections tous les droits des actionnaires, nous devons également protéger la stabilité du groupe Phare d'Argent. Nos employés, nos investisseurs et nos partenaires méritent de ne pas être entraînés dans un conflit personnel. Un vice-président hocha la tête comme s'il avait été payé d'avance. Adrien regarda Claire. Je veux résoudre cela de manière mature. Claire croisa les mains. Vraiment? Oui. Alors autorise l'accès illimité à toutes les dépenses, approvisionnement, accès fournisseurs et dossiers de communication du bureau du PDG pour les 18 derniers mois. Ses yeux se durcirent. C'est excessif. C'est précis. C'est une partie de pêche. Non, dit Marc calmement. C'est une portée proportionnée aux indicateurs de risque déjà identifiés. Tout le monde se tourna. La bouche d'Adrien se resserra. Indicateur de risque. Marc toucha l'iPad. L'écran afficha une simple liste, pas encore un graphique, juste assez pour irriter. 8 paiements à des fournisseurs avec des livrables peu clairs pour des remboursements administratifs dépassant les plafonds de la politique. Journaux d'accès aux portes montrant Vanessa Roux entrant dans la suite du PDG après les heures de bureau 13 fois en 60 jours. Escalade temporaire des permissions système pour que Vanessa Roux télécharge des documents d'approvisionnement. 2 factures manquantes. Une demande d'exportation Slack supprimée, initiée à 19h02 hier soir après l'avis de conservation. La pièce devint silencieuse. Marc Delacroix regarda sa plume. Adrien dit très doucement, ce sont des éléments préliminaires et facilement explicables. Alors explique-les sous audit, dit Claire. Petra Lefebvre se racla la gorge. Nous devons être prudents avant de tirer des conclusions. Petra, dit Estelle, votre bureau a accusé réception de l'avis de conservation à 18h31. La demande d'exportation supprimée est intervenue 31 minutes plus tard. Quiconque l'a initiée pourrait avoir créé un problème de sanction. Le visage de Petra changea. Elle ne le savait pas. Claire regarda cette prise de conscience se propager.
dans les entreprises, les dissimulations échouaient non pas parce que tout le monde devenait soudain éthique, mais parce qu'assez de gens réalisaient que quelqu'un d'autre les avait rendus responsables. Adrien le vit aussi. Il s'adossa, changeant de stratégie. Claire, je comprends ta douleur. Et voilà. La pièce s'adoucit autour de lui. Un homme mentionnant la douleur d'une femme mettait toujours les hommes en costume à l'aise. La douleur était privée. La douleur pouvait être apitoyée. La douleur pouvait être gérée. Claire laissa le silence s'étirer. Puis elle dit, ne confonds pas blessure et incompétence. Un petit son s'échappa d'Estelle. Pas tout à fait un rire. L'expression d'Adrien s'éclaira. Claire se tourna vers la table. Cette réunion a clarifié quelque chose. Monsieur Duval ne s'oppose pas à la portée parce qu'elle est perturbatrice. Il s'y oppose parce qu'il ne peut pas être certain de ce que l'audit trouvera. C'est absurde, claqua Adrien. Alors approuve l'accès. Non, merci. Elle se leva. Où vas-tu ? Demanda Adrien. Me préparer pour le conseil d'administration. Il n'y a pas de réunion du conseil prévue. Il y en aura une. Il repoussa sa chaise. Claire. Elle le regarda. Un instant, la pièce disparut. Il n'y avait que l'homme à côté de qui elle avait jadis dormi sur un matelas au sol parce qu'il ne pouvait pas se payer un lit, et la femme qui avait viré son héritage sur son compte de paix parce qu'il pleurait trop fort pour le demander. Il baissa la voix. Ne nous fais pas ça. Nous. Quel mot utile. Tu nous as fait ça, dit Claire. Cette nuit-là, tandis que la rumeur fleurissait à travers le bâtiment, Claire, Estelle et Marc s'assirent dans la salle d'audit temporaire et planifièrent. Marc étala des documents sur la table avec un ordre chirurgical. Il essaiera de présenter cela comme un litige conjugal. Cela signifie que nous avons besoin de deux voies distinctes. Voie 1, la faute conjugale. Voie 2, l'utilisation abusive des actifs de l'entreprise. Lors de la réunion du conseil d'administration, commencée par la gouvernance. Laissez l'affaire être le contexte, pas le dossier. Estelle hocha la tête. Et le divorce déjà en préparation, dit Claire. Bon. Contrat de mariage solide. Ma mère a insisté. Votre mère mérite des fleurs. Claire faillit sourire. Marc tapota la liste des paiements. Nous avons assez pour justifier un examen approfondi, pas assez pour exécuter. Nous avons besoin qu'il bouge. Les gens qui pensent que vous avez des preuves faibles essaieront de nettoyer leurs traces. Nettoyer crée de nouvelles preuves. Estelle regarda Claire. Pouvez-vous tolérer d'attendre ? Claire pensa au rouge à lèvres de Vanessa se brisant en deux. La main d'Adrien entre eux. La phrase, ma femme. Oui. Alors, ils tendirent l'appât. À 20h42, Estelle laissa l'un des loyalistes d'Adrien l'entendre dire que l'audit avait des problèmes de procédure, mais pas de preuves concrètes. À 21h10, Marc envoya une demande interne simulée de facture de secours que tout le monde aux achats savait difficile à produire. À 21h37, le premier appel frénétique quitta le bureau d'Adrien pour un fournisseur externe. À 22h05, un compte lié à Vanessa Roux tenta de transférer la propriété d'une réservation d'appartement. À 22h28, un consultant téléchargea 3 factures corrigées datant de 6 mois plus tôt. À 23h16, Adrien appela Claire. Elle répondit. Sa voix était plus douce. Rentrez à la maison. Non, s'il vous plaît. Je vous le demande en tant que votre mari. Vous auriez dû essayer d'être mon mari avant de le demander. Il inspira. Je sais que vous pensez avoir des preuves. J'en ai. Pas assez. Et voilà. L'erreur que les hommes arrogants faisaient quand ils avaient peur. Ils ne disaient pas « il n'y a aucune preuve ». Ils disaient « pas assez ». Claire se tenait près de la fenêtre sombre de la salle de conférence et regardait la ville. Alors, dormez bien, dit-elle. Elle mit fin à l'appel. Derrière elle, l'associé de Marc leva une main depuis son ordinateur portable. « Mademoiselle Dubois. » Claire se retourna.
Nous venons de recevoir la tentative de transfert après les heures de bureau. Propriété effective d'un appartement. Cela lie à Vanessa. Estelle s'adossa à sa chaise et sourit comme une louve. Marc regarda Claire. Maintenant, nous avons du mouvement. Claire regarda la carte lumineuse des paiements sur l'écran. Les lignes s'allumaient une par une, menant des fournisseurs au compte de dépôt, puis à Vanessa. Des fonds administratifs aux achats de luxe, des approbations d'Adrien aux pièces jointes manquantes que quelqu'un avait essayé de remplacer, le filet n'était plus théorique, il se resserrait, et Adrien, quelque part à l'étage ou dans l'hôtel qu'il avait choisi plutôt que la maison, croyait toujours qu'elle était émotive. Bien. Laisse-le croire. Chapitre 4. L'écran de la salle de conseil. La réunion trimestrielle du conseil d'administration s'ouvrit avec un discours d'Adrien de 21 minutes. Il se tenait sous le logo du groupe Phare d'Argent dans un costume anthracite, sa chemise éclatante, ses boutons de manchette impeccables, son expression composée en une compétence fatiguée. Les diapositives derrière lui montraient la croissance des revenus, l'expansion de la clientèle, les contrôles des risques et une amélioration de la marge d'exploitation suffisamment importante pour faire hocher la tête à plusieurs administrateurs. Claire était assise à l'extrémité de la table, non pas à la place de l'épouse qu'elle avait autrefois occupée lors des événements d'investisseurs, mais à la place assignée à la représentante de la fiducie du bois. Estelle était assise derrière elle. Marc était assis à côté du conseil externe du comité d'audit. Vanessa Roux se tenait près de la console latérale, un dossier serré contre sa poitrine, vêtue de marine et de blanc, l'assistante exécutive efficace à tous égards. Adrien ne regarda pas Claire avant sa dernière diapositive. Le groupe Phare d'Argent, dit-il, a toujours été bâti sur la stabilité opérationnelle, la stabilité client, et personnellement, la stabilité familiale. J'ai eu la chance d'avoir une femme qui a soutenu cette entreprise depuis ses débuts. Et voilà, le mari public chaleureux. Quelques administrateurs sourirent. Un investisseur plus âgé murmura, bien dit. Vanessa baissa les yeux, le coin de sa bouche se soulevant. Claire se leva, les applaudissements qui venaient de commencer s'interrompirent. Le regard d'Adrien la transperça. Claire. Elle se dirigea vers l'avant avec un dossier noir à la main. Avez-vous terminé, demanda-t-elle. Son sourire s'amincit. Si vous avez un commentaire, nous pourrions peut-être le faire en session exécutive. Non, dit Claire. Cela doit être enregistré. La pièce se glaça. Adrien se pencha vers le microphone. C'est une réunion du conseil, Claire. Exactement. Elle se tourna vers le secrétaire général. Veuillez passer à la présentation d'audit. Le secrétaire hésita. Adrien dit, ne le faites pas. Estelle se leva. L'affaire d'audit spécial a été dûment notifiée en vertu de l'ordre du jour modifié à 7 heures. La fiducie du bois a exercé son droit contractuel de présenter. Le conseil a déjà confirmé la conformité procédurale. Le conseil externe se racla la gorge. La présentation peut se poursuivre. Le visage d'Adrien perdit une nuance de couleur. L'écran changea pendant 3 secondes. Personne ne comprit ce qu'il voyait. Puis plusieurs personnes le comprirent d'un coup. Des images fixes des caméras de sécurité des zones communes de la suite du PDG. Vanessa entrant après les heures de bureau. Vanessa partant après minuit. Adrien ouvrant la porte lui-même. Vanessa revenant le lendemain matin dans le même chemisier. Vanessa sortant avec une housse à vêtements. La dernière image était de l'après-midi où Claire avait défoncé la porte. Elle ne montrait pas l'intérieur du bureau, mais elle montrait le couloir. Claire entrant avec le dossier. La porte déjà entr'ouverte. Sa pose. Son pied défonçant la porte. Adrien émergeant plus tard, pâle et échevelé. Vanessa derrière lui, les cheveux détachés. Vanessa fit un petit bruit. Adrien se ressaisit rapidement. C'est inapproprié et profondément trompeur. Les images du couloir ne prouvent rien. Elles prouvent l'accès, dit Claire. Le reste établit le contexte. La diapositive suivante apparut.
Une chronologie. Les journaux d'accès de Vanessa, les entrées après les heures de bureau du PDG, les téléchargements d'achats administratifs sous les identifiants de Vanessa, les approbations de dépenses finalisées par Adrien dans les 48 heures suivant ces entrées. Les paiements aux fournisseurs sans livrable clair, les achats personnels apparaissant quelques jours après les paiements aux fournisseurs. Marc se leva, sa voix était assez calme pour faire paraître la panique enfantine. La première phase de l'équipe d'audit a identifié un schéma de dépenses administratives et d'achats acheminés par des entités de fournisseurs, suivi de transferts ou de paiements bénéficiant à Madame Roux. Nous ne demandons pas au Conseil de déduire des ragots. Nous demandons au Conseil d'examiner le flux documenté. L'écran afficha un diagramme des fonds. Flèche bleue, flèche rouge, date, montant. 86 000 € de réserve d'activation de marché, 31 400 € de dépôt pour bijoux, 47 000 € de soutien en consulting, 42 000 € de garantie de location de véhicules, 230 000 € d'acompte sur un compte séquestre lié à l'achat d'un appartement. 18 700 € de remboursement de frais de représentation liés à des achats de luxe. Chaque ligne finissait par toucher Vanessa Roux. La salle de réunion était silencieuse, sauf le bruit du papier. Le visage du directeur financier était devenu gris. Adrien dit, c'est une sélection arbitraire. Alors examinons tout, dit Claire. Il la regarda et pour la première fois ce matin, la haine perça à travers le vernis. Tu es en train de détruire l'entreprise. Non, j'identifie qu'il a traité comme un portefeuille privé. Une administratrice plus âgée, Éléonore Mercier, se pencha en avant. Monsieur Duval, avez-vous approuvé l'escalade temporaire de l'accès aux achats de Madame Roux? Adrien hésita. Marc répondit en faisant avancer la diapositive. Changement de permission système demandé par le bureau du PDG. Approuvé par Adrien Duval. Justification, rapidité des achats stratégiques. Le visage d'Éléonore se serra. Cela semble être un oui. Adrien leva les deux mains. Vanessa s'occupait de la planification complexe et de la coordination des fournisseurs administratifs. Cet accès avait une justification opérationnelle. La diapositive suivante montra une conversation. Vanessa, celle-là a l'air trop évidente. Adrien, répartis-la entre le conseil et l'hôtellerie. Vanessa, et l'appartement. Adrien, la piste sera couverte par les frais de canal tiers. Arrête de paniquer. La salle de réunion sembla manquer d'oxygène. Vanessa chuchota, oh mon Dieu. Adrien se tourna vers elle si vite qu'elle tressaillit. C'était sorti de son contexte. Claire le regarda. Quel contexte rend cette phrase meilleure? Il ne dit rien. Estelle prit la parole ensuite. Pour le compte rendu, tous les documents électroniques présentés aujourd'hui ont été conservés avec des métadonnées, des horodatages et une chaîne de garde documentée. L'équipe d'audit a également des enregistrements de tentatives de suppression survenues après l'avis de conservation. Petra Lefebvre, conseillère juridique, ferma brièvement les yeux. Elle savait ce que cela signifiait. Adrien tenta un dernier virage. Il fit face au conseil, pas à Claire. Il y a ici une rupture conjugale privée. Claire est blessée et je le regrette. Mais ce conseil devrait être extrêmement prudent avant de permettre à une vendetta personnelle d'interférer avec l'autorité de la direction. J'ai mené le groupe Phare d'Argent à travers toutes les acquisitions majeures que cette entreprise a connues. Avec quel capital? Demanda Claire. Il se figea. Elle se dirigea vers l'écran et appuya sur la télécommande. La nouvelle diapositive montra le premier pré-relais il y a 7 ans, le virement de la fiducie Dubois, la garantie personnelle de sa mère. Le modèle de contrôle des risques de Claire attaché à la première facilité bancaire réussie. Ses notes manuscrites sur la structure d'acquisition qu'Adrien citait encore dans des interviews comme son mouvement stratégique décisif. J'ai pris du recul parce que je te faisais confiance, dit-elle. Tu as transformé cette confiance en un costume. Personne ne bougea. Elle se tourna vers le conseil. Ce n'est pas une femme qui demande de la sympathie.
C'est une investisseuse fondatrice qui demande pourquoi le PDG a créé une structure où son assistante exécutive recevait des avantages personnels financés par l'entreprise par l'intermédiaire de fournisseurs qu'il a approuvés. C'est un problème de gouvernance au niveau du conseil d'administration. C'est un problème fiduciaire. C'est un problème de divulgation. L'affaire n'explique que le mobile. Le visage d'Adrien était sans couleur. Vanessa retrouva soudain sa voix. Je ne savais pas que c'était de l'argent de l'entreprise. Tout le monde la regarda. Elle serra son dossier. Il m'a dit que c'était des avantages discrétionnaires. Il a dit que les fournisseurs lui devaient des faveurs. Il a dit que Claire ne le trouverait jamais parce qu'elle n'était plus impliquée. La tête d'Adrien se tourna brusquement vers elle. Vanessa. La panique la rendit imprudente. Ne prononce pas mon nom comme ça. Tu as dit qu'elle était trop fière pour creuser. Tu as dit qu'elle en ferait une question de mariage et que le conseil la calmerait. Quelques personnes reculèrent réellement. Estelle murmura, « Merci pour l'admission supplémentaire. » Vanessa devint blanche. Claire n'avait pas l'air satisfaite. Elle avait simplement l'air fatiguée. Éléonore Mercier écarta ses papiers. Je propose que l'autorité de Monsieur Duval en tant que PDG soit suspendue en attendant l'achèvement de l'audit indépendant, que tous les comptes du bureau du PDG soient gelés, que Madame Roux soit mise en congé administratif immédiat, et que le comité d'audit engage un conseil externe pour une enquête complète. Un autre administrateur appuya immédiatement la motion. Adrien fixa la table. Vous ne pouvez pas faire ça. La voix d'Éléonore était froide. Nous le pouvons. Le vote fut rapide parce que personne ne voulait que le débat soit enregistré plus longtemps que nécessaire. La motion fut adoptée. Adrien resta debout après la décision comme si son corps n'avait pas encore reçu l'information. Claire, dit-il. Elle rangeait ses documents dans le dossier. Claire. Elle leva les yeux. Ses yeux étaient rouges maintenant, mais elle avait appris à ne pas confondre les larmes avec le remords. Parfois, les larmes n'étaient que l'objection du corps à la conséquence. Nous avons été mariés pendant 7 ans, dit-il. Tu ne peux pas me mettre à terre à cause d'une erreur. Une erreur, répéta-t-elle. Une erreur, c'est oublier un anniversaire. Une erreur, c'est perdre son sang-froid. Ceci est une liaison, une piste de dépense, une tentative de suppression, une structure de parti lié, et un mensonge au conseil d'administration. Il déglutit. Tu essaies de me tuer. Non, dit Claire. Je refuse de te garder en vie à mes dépens. La phrase tomba doucement. Cela la rendit pire. Vanessa, quant à elle, avait commencé à pleurer. Pas des larmes dignes. Des vraies larmes de peur, d'effondrement. J'ai besoin d'un avocat, murmura-t-elle. Estelle dit, oui, vous en avez besoin. Lorsque la réunion fut ajournée, les gens partirent en groupe, personne ne voulant être seul avec Adrien. Le directeur financier s'élança avec Petra. 2 administrateurs passèrent des appels téléphoniques urgents. Les associés de Marc collectèrent les documents. La secrétaire du conseil d'administration préserva l'enregistrement. Vanessa était assise, les 2 mains sur la bouche, regardant dans le vide. Adrien se tenait en bout de table où il avait passé des années à être admiré. Son téléphone commença à sonner, puis à sonner encore, puis encore. Investisseur, journaliste, banquier, le président d'une entreprise partenaire, peut-être quelqu'un qui venait de voir le réseau de chuchotements internes s'enflammer. Claire passa devant lui. Il attrapa son poignet. Pendant un instant, toute la pièce se crispa. Elle baissa les yeux vers sa main. Lâche. Sa poigne se desserra, mais il ne la relâcha pas. J'ai construit cette vie pour nous. Tu as construit une scène pour toi-même. Ses doigts se détachèrent. Elle quitta la salle de réunion avec Estelle et Marc à ses côtés. Le couloir extérieur n'avait jamais semblé si long. Des employés se tenaient aux portes, faisant semblant de ne pas regarder. La nouvelle avait déjà voyagé. Dans les bâtiments d'entreprise, la disgrâce se propageait plus vite que les ascenseurs. À l'autre bout,
le mur affichait toujours la citation encadrée d'Adrien de l'interview de leadership de l'année dernière. L'intégrité n'est pas une politique. C'est une habitude. Claire s'arrêta devant. Estelle vit ce qu'elle regardait. Vous voulez que les services généraux l'enlèvent? Claire secoua la tête. Laissez-le pour aujourd'hui. Marc la regarda. Pourquoi? Pour que tout le monde se souvienne à quel point l'ironie peut coûter cher. Au coucher du soleil, l'annonce officielle fut publiée. Le groupe Phare d'Argent a initié un examen indépendant de certaines transactions du bureau exécutif. Adrien Duval se retirera temporairement de ses fonctions opérationnelles. Claire Dubois présidera le comité intérimaire de gestion et des risques. Au dîner, la presse de l'industrie l'avait. À minuit, Internet avait écrit son propre titre. L'affaire du bureau du PDG déclenche une enquête sur les fonds. L'épouse prend le contrôle. Claire le lut une fois, ferma le navigateur, et ouvrit le projet de divorce qu'Estelle avait envoyé. En haut, là où le formulaire demandait les motifs, Estelle avait entré « rupture irrémédiable ». Claire fixa ces mots. Précis, presque trop poli. Elle ajouta une note manuscrite en marge pour Estelle. Pas de règlement discret qui protège son titre. Puis elle dormit pendant 3 heures et se réveilla avant l'aube, pensant déjà à l'entreprise. Le mariage était terminé. Le nettoyage venait de commencer. Chapitre 5. L'homme qui a perdu sa plaque nominative. Le lendemain matin, Adrien n'était plus Monsieur Duval pour le bâtiment. Il était Adrien pour la sécurité, l'ancien PDG, pour les gens qui utilisaient un langage prudent, et ce bazar à l'étage pour tous ceux qui pensaient que les ascenseurs étaient insonorisés. Son bureau fut scellé à 9 heures. 2 administrateurs informatiques prirent son ordinateur portable. Le service juridique apposa des étiquettes de preuve sur les tiroirs et les classeurs. Le personnel administratif emballa ses effets personnels pendant qu'il se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, regardant comme un homme observant ses propres funérailles. Un jeune associé sortit une photo encadrée de leurs premières années. Adrien et Claire, 12 ans plus jeunes, en manteau d'hiver bon marché devant le premier bureau du groupe Phare d'Argent. Derrière eux, une pancarte imprimée scotchée à une porte vitrée lisait « Solution Phare d'Argent » en lettres de travers. Claire riait sur la photographie, ses cheveux à moitié détachés de sa queue de cheval. Une main levée comme pour dire à Adrien d'arrêter de prendre des photos. Au dos, de son écriture, se trouvait une phrase qu'il avait jadis aimée. « Si nous tombons en avant. » L'associé hésita. « Monsieur Adrien, voulez-vous ceci dans la boîte personnelle ?» Adrien l'a pris trop vite. « Oui. » Le garçon hocha la tête et recula. Adrien fixa la photo jusqu'à ce que le couloir se brouille. Pendant quelques dangereuses secondes, la mémoire devint plus forte que la fierté. Il se souvint de leur première présentation client quand le projecteur était tombé en panne et que Claire avait parlé pendant 40 minutes sans note. Il se souvint qu'elle avait vendu la montre de sa mère pour faire la paix et menti pendant 2 mois qu'elle l'avait égarée. Il se souvint de s'être réveillé dans leur studio pour la trouver endormie sur une feuille de calcul, un stylo rouge à la main, son manteau jeté sur ses épaules parce que le radiateur était tombé en panne. Il se souvint de la première fois qu'il l'avait appelée sa femme. Non pas comme une couverture, non pas comme un accessoire, non pas comme un avertissement à une femme sur son canapé avec un. Puis les boîtes de preuves passèrent devant lui et le souvenir se transforma en cendres. À 11 heures, les ressources humaines escortèrent Vanessa au hors du bâtiment. La rumeur parvint à Claire avant l'ascenseur. Vanessa avait essayé de s'arrêter à 3 étages. Elle avait dit à un collègue qu'elle était un bouc émissaire, à un autre qu'Adrien l'avait manipulée, et à un troisième que Claire était une femme riche vindicative qui ne supportait pas d'être remplacée. Elle avait pleuré dans les toilettes, refusé de rendre son badge, puis exigé de récupérer des effets personnels de son bureau, et tenté de retirer un disque dur caché dans une trousse de maquillage. La sécurité l'arrêta. À midi, Estelle avait déposé une motion de conservation dans l'affaire de divorce et une lettre de mise en demeure civile demandant la récupération des biens matrimoniaux utilisés pour des cadeaux non autorisés. À 1 heure, une publication anonyme sur les réseaux sociaux apparut. J'ai travaillé pour un PDG puissant.
J'étais jeune, vulnérable et trompée. Maintenant, sa femme utilise le pouvoir de l'entreprise pour me ruiner. Les commentaires se divisèrent de la manière habituelle. Certains plaignaient Vanessa. Certains la traitaient de sans-vergogne. Certains blâmaient Adrien. Certains blâmaient Claire d'être trop froide. Certaines personnes blâmaient toutes les femmes parce qu'Internet ne manquait jamais de commentateurs. À 2h, Vanessa publia une déclaration plus longue sous son propre nom. Elle admettait une relation émotionnelle inappropriée avec Adrien, mais insistait sur le fait qu'elle n'avait jamais demandé d'argent, n'avait jamais compris d'où venaient les avantages, et avait été sous pression d'un homme marié puissant qui promettait un avenir qu'il n'avait jamais eu l'intention de lui donner. À 14h17, Estelle appela Claire. Permission de publier les reçus? Combien? Assez pour tuer l'acte de sainte. Pas assez pour préjudicier les procédures d'entreprise. Fais-le. À 14h26, le cabinet d'Estelle publia un communiqué par l'intermédiaire du conseil. Il n'incluait aucune insulte, aucun drame, aucune supplication personnelle, seulement des extraits documentés. Vanessa demandant « Peux-tu passer ça par le code hôtellerie ?» Vanessa envoyant un SMS « Si elle demande un jour », dit que c'était un dîner client. Vanessa écrivant à une amie « Claire pense qu'elle l'a construit. Il dit qu'elle n'a que de l'argent de famille. » Vanessa envoyant une photo d'un collier « La récompense de l'entreprise me va bien. » Puis vint le clip audio. Vanessa riant « Il est si facile quand il se sent puissant. » Sa femme est glaciale. Les hommes ne rentrent pas chez eux vers de la glace si quelqu'un de chaleureux les attend. L'opinion publique tourna en quelques minutes. Les gens qui étaient prêts à analyser la nuance décidèrent que la nuance pouvait prendre un jour de congé. Au dîner, l'immeuble de Vanessa avait des journalistes devant. Sa réservation d'appartement fut gelée. Les membres de sa famille cessèrent de répondre aux appels. Ses anciens amis d'université supprimèrent discrètement des photos avec elle. Claire ne regarda rien de tout cela après la première mise à jour. Elle était dans une salle de conférence avec Marc, Estelle, Petra Lefebvre, Marc Delacroix, et les chefs intérimaires des finances, du juridique, des opérations et des ressources humaines. La liste de crise couvrait 3 murs, confiance bancaire, réassurance client, communication aux employés, exposition des fournisseurs, stratégie médiatique, contrôles internes, autorité du conseil d'administration, expansion de l'audit, réponse juridique d'Adrien, réponse juridique de Vanessa. Calendrier du divorce. Premièrement, dit Claire, pas de licenciement lié à cet examen. Les employés ne paient pas pour le vol des cadres. Marc ajusta le flux de trésorerie. Nous avons une capacité de pontage via la fiducie du bois et la facilité Beaumont si une gouvernance propre est établie. J'ai parlé à Richard Beaumont. Il est ouvert à une structure révisée si Adrien n'a plus de contrôle opérationnel. Petra eut l'air surprise. Vous avez déjà parlé à Beaumont? À 6h ce matin. La bouche de Marc se courba presque. Claire continua. Deuxièmement, toutes les dépenses discrétionnaires du bureau du PDG sont gelées. Troisièmement, toutes les modifications du fichier maître des fournisseurs nécessitent une double approbation. Quatrièmement, tout employé qui coopère avec l'enquête reçoit une protection anti-représailles. Cinquièmement, quiconque supprime, altère ou antidate des enregistrements quitte immédiatement et rencontre un avocat. La chef des opérations, une femme directe nommée Dana Moreau, se pencha en avant. Les gens auront peur. Tant mieux, dit Claire. Puis, après un instant, pas les honnêtes. Dana hocha la tête. Il était presque minuit quand la réunion se termina. Claire resta pour examiner le premier modèle de flux de trésorerie révisé. Marc resta également, assis en face de la table, lisant silencieusement. Vous devriez manger, dit-il sans lever les yeux. J'ai pris du café. Ce n'est pas de la nourriture. C'est le cousin plus efficace de la nourriture. Là, il leva les yeux. Cette phrase explique pourquoi les fondateurs meurent jeunes. Je ne suis pas une fondatrice. Il leva un sourcil. Claire regarda à nouveau la feuille de calcul. Après une minute, il se leva, partit,
et revint 15 minutes plus tard avec un sac en papier d'une épicerie qui était encore ouverte. Soupe de poulet, pain grillé nature et orange coupé. Elle fixa le sac. Est-ce Estelle qui vous a envoyé? Non. Estelle aurait envoyé du bourbon. Malgré elle, Claire sourit faiblement. Marc se rassit. Mangez en lisant. Je ne vous dénoncerai pas. Elle ouvrit la soupe. Elle était chaude. Ridiculement chaude. La vapeur brouilla les chiffres sur son écran un instant et sa gorge se serra inopinément. Elle détestait que la gentillesse puisse encore la surprendre. Merci, dit-elle. De rien. Il ne resta pas à ses côtés. Ne lui demanda pas comment elle se sentait. Ne dit pas qu'Adrien était un idiot, bien qu'il le crût clairement. Il retourna simplement à ses pages et lui donna la courtoisie de ne pas transformer la sollicitude en spectacle. Claire mangea la moitié de la soupe. À minuit 41, Adrien envoya un SMS, « Je suis dehors ». Claire le regarda pendant plusieurs secondes, puis se leva. Marc le remarqua. « Voulez-vous un avocat présent ? » Non, il ne peut pas m'atteindre maintenant. Il ne s'agit pas toujours de portée physique. Elle y réfléchit. Venez au lobby. Restez là où vous pouvez me voir. Il hocha la tête une fois. Adrien était dans le hall de l'immeuble, pas dehors. La sécurité l'avait arrêté au comptoir car son accès exécutif avait été révoqué. Il tenait la boîte en carton d'objets personnels dans un bras. Il avait l'air épuisé, mal rasé, et pour une fois, pas mis en scène. Quand il vit Claire, son visage changea d'une manière qui l'aurait détruite il y a un an. Claire. Elle s'arrêta à quelques pas. Il vit Marc derrière elle et eut un rire sans humour. Vous avez amené un garde. J'ai amené un témoin. Cela fit mal. Bien. Je mérite la suspension, dit-il. Claire ne dit rien. Je mérite l'audit. Peut-être pas tout ce que vous faites publiquement, mais la plupart. Je le sais. Alors pourquoi êtes-vous ici? Il baissa les yeux vers la boîte. La vieille photo était sur le dessus. Parce que j'ai trouvé ça. Les yeux de Claire y jetèrent un coup d'œil. Si nous tombons en avant, dit-il doucement. N'utilise pas mon écriture contre moi. Je ne le fais pas. Je voulais juste. Sa voix se brisa. Il détourna le regard, furieux contre lui-même. J'ai oublié qui nous étions. Non, dit Claire. Tu t'en es souvenu. Tu as juste décidé que qui nous étions n'importait pas autant que qui il voulait être, point. Il ferma les yeux. Vanessa ne signifiait rien. Claire rit une fois. C'était la mauvaise chose à dire. Il le sut immédiatement. Je veux dire. Ne finis pas ça. Tu ne feras que te rabaisser. Claire, s'il te plaît. Je peux quitter l'entreprise. Je peux signer ce que tu veux. Je peux aller en thérapie, en cure de désintoxication, en confession, quel que soit le nom que tu aies besoin, mais ne transforme pas notre mariage en communiqué de presse. Notre mariage s'est terminé dans ton bureau. Il secoua la tête. Non, il n'est pas obligé de le faire. Si, il l'est. Comment peux-tu en être si sûr? Parce qu'elle l'avait entendu dire « ma femme » comme une couverture. Parce qu'elle l'avait vu protéger Vanessa avant la vérité. Parce qu'il se souciait toujours plus de l'apparence du mariage que de ce qu'il avait fait à l'intérieur. Parce que l'amour, contrairement aux chansons et aux discours, n'était pas infini. C'était un équilibre qui pouvait être épuisé par les retraits. Elle dit, seulement parce que je le suis. Adrien serra plus fort la boîte. Je t'aimais. Elle savait que cela lui faisait plus de mal que si elle l'avait nié. Je t'aimais, dit-elle. La question n'a jamais été là. La question était de savoir si l'amour vous rendait honnête. Cela n'a pas été le cas. Il regarda à nouveau Marc, peut-être ayant besoin de quelqu'un d'autre à haïr. Marc se tenait près de la colonne du hall, les mains le long du corps, l'expression neutre. Adrien dit, « Vous avez vite tourné la page. » Claire faillit le plaindre alors. Presque.
Marc a apporté de la soupe, dit-elle. Si c'est ça, tournez la page, votre imagination est aussi paresseuse que votre comptabilité. Adrien tressaillit. La sécurité bougea au bureau. L'horloge du hall indiqua 1 heure. Claire s'approcha. Pas assez pour s'adoucir, juste assez pour le faire entendre. Vous recevrez la demande de divorce demain. Ne m'appelez pas à moins que le conseil ne soit en copie. N'approchez pas de mon appartement. Ne contactez pas ma famille. Ne contactez pas les employés pour discuter de moi. Si vous essayez d'utiliser notre histoire pour négocier ce que vous devez, Estelle répondra. Il la fixa comme s'il mémorisait une version d'elle qu'il n'avait jamais pris la peine d'étudier. Reste-t-il quelque chose de nous, demanda-t-il. Claire regarda la photo dans sa boîte. 2 jeunes fous riant en avant. Oui, dit-elle. Une leçon. Puis elle se détourna. Dans l'ascenseur, elle se permit enfin de s'appuyer contre le mur. Marc se tenait à ses côtés, silencieux. Au 28e étage, il dit, pour ce que ça vaut, vous avez géré ça proprement. Les portes s'ouvrirent. Claire se redressa. Propre, c'est tout ce qu'il me reste. Il la regarda. Non, c'est ce que vous choisissez. Elle ne répondit pas, mais elle remonta la soupe et la termina froide. Chapitre 6. Divorce avec reçu. La première réponse d'Adrien au divorce fut presque élégante. Presque. Son avocat déposa une déclaration mesurée reconnaissant des difficultés conjugales et demandant la confidentialité, la médiation et une répartition équitable des biens personnels. Le projet impliquait que Claire avait permis aux préoccupations commerciales d'influencer les décisions matrimoniales et suggérait que l'enquête corporative devrait rester séparée de la dissolution. Estelle lui renvoya 17 pages. La première page était polie. Les 16 autres étaient une autopsie juridique, contrat de mariage, calendrier des biens propres, historique de financement de la fiducie du bois, dépenses matrimoniales non autorisées, réclamation pour récupération de dons, théorie de la fraude constructive, dissipation potentielle des biens matrimoniaux, demande de divulgation sous serment, avis d'obligation de conservation, réserve du droit de demander des sanctions pour dissimulation. À la fin, Estelle ajouta une phrase que Claire n'avait pas demandée, mais qu'elle apprécia profondément. Madame Dubois ne subventionnera pas la réhabilitation de la réputation de la partie qui a causé l'effondrement du mariage. Adrien appela après l'avoir reçu. Claire ne répondit pas. Il envoya un courriel. Claire ne répondit pas. Il apparut au bureau d'Estelle. Estelle le fit attendre 18 minutes puis envoya une parajuriste pour dire que toute communication devait passer par l'avocat. Le lendemain, son avocat demanda des négociations de règlement. Claire accepta à 3 conditions. La réunion serait enregistrée. La divulgation financière serait complète. Adrien ne la rencontrerait pas seul à aucun moment. Il s'opposa aux 3. Elle refusa la réunion. À la fin de la semaine, il accepta. Ils se rencontrèrent dans une salle de conférence vitrée au cabinet d'Estelle. Adrien paraissait plus petit à la lumière du jour et sans sa prestance. Son avocat, Martin Fournier, était un négociateur à l'ancienne avec des cheveux argentés et l'expression d'un homme qui avait vu de nombreuses personnes riches découvrir des pistes documentaires. Claire était assise entre Estelle et un jeune associé. Elle portait du marine, aucun bijou sauf la montre de sa mère. Adrien remarqua la montre. Bien sûr qu'il l'avait remarquée. Tu l'as retrouvée, dit-il. Je l'ai rachetée, répondit Claire. Il se tut. Estelle ouvrit la réunion. Nous sommes ici pour discuter des modalités de dissolution, de la récupération des transferts non autorisés et d'une approche coordonnée pour éviter de préjudicier l'enquête corporative en cours. Monsieur Fournier, votre projet est inacceptable. Martin hocha la tête une fois. Nous nous attendions à des révisions. Nous ne révisons pas en surface. La prémisse est fausse. Monsieur Duval ne renonce pas généreusement à des actifs qu'il n'a jamais possédés. Il reconnaîtra la classification des biens propres. La mâchoire d'Adrien se serra. Je n'ai jamais essayé de prendre votre fiducie. Non, dit Claire.
Tu as seulement essayé de construire un levier autour d'elle. Il se tourna vers elle. J'essayais de sauver l'entreprise de vous-même. Martin leva une main. Limitons les commentaires personnels. Estelle sourit agréablement, puis, alors conseillez à votre client de ne pas introduire de mythologie. La négociation dura 4 heures. Adrien tenta le remords. Claire resta silencieuse. Il tenta la difficulté financière. Estelle produisit des modèles de flux de trésorerie. Il tenta de faire valoir que les cadeaux à Vanessa étaient personnels. Estelle produisit des liens de remboursement. Il tenta de faire valoir aucune intention de dissimulation. Le rapport de Marc, déjà partiellement déposé sous scellé, disait le contraire. Il tenta de demander l'appartement. Claire dit non avant qu'Estelle ne puisse le faire. À la fin, Martin demanda une pause. Adrien se leva et marcha vers la fenêtre. Claire resta assise. Pour une fois, elle le regarda sans se sentir attirée. Il avait toujours eu une belle silhouette, grand, délibéré, les épaules faites pour des costumes coûteux. Elle avait confondu la compétence esthétique avec le caractère plus d'une fois. Beaucoup de femmes le faisaient. Le monde le leur apprenait aussi. Pendant la pause, Estelle se pencha vers elle. Ça va? Oui. C'était rapide. Je crois que j'ai passé des années à pré-remplir ça. Le visage d'Estelle s'adoucit. Cela arrive. Adrien se détourna de la fenêtre. Claire, pouvons-nous parler 2 minutes? Avec le conseil ici. Je ne demanderai pas à être seule. Estelle regarda Claire. Claire hocha la tête une fois. Adrien revint à sa chaise mais ne s'assit pas. Je sais que vous ne croyez rien de ce que je dis. Correct. Il l'absorba. Je le mérite. Mais je veux une chose au dossier. Je n'ai pas commencé avec Vanessa parce que j'ai cessé de vous aimer. J'ai commencé parce que me tenir à vos côtés me faisait me sentir petit. Claire sentit Estelle bouger à côté d'elle. Adrien continua, la voix rauque. Vous étiez toujours meilleur pour les parties qui comptaient. Vous compreniez le risque, les gens, les conséquences. Je pouvais charmer une pièce, mais vous pouviez voir la pièce. Au début, j'aimais ça. Puis j'avais besoin que les gens croient que c'était à moi. Vanessa le croyait, ou faisait semblant. Elle me regardait comme si j'étais déjà ce que l'article disait que j'étais. Claire le regarda longuement. C'est la première chose honnête que tu aies dite. Ses yeux brillèrent d'un semblant d'espoir. Elle le tua. Ça ne vous aide pas. Il hocha lentement la tête. Je sais. Vraiment, demanda Claire. Parce que même maintenant, vous expliquez pourquoi vous m'avez brisé dans un langage qui fait de votre insécurité le personnage principal. Cela fit mouche. Il s'assit. Au coucher du soleil, ils parvinrent à l'ébauche d'un accord. Adrien reconnaîtrait les biens propres de Claire. Il ne contesterait pas les droits d'investissement de la fiducie du bois. Il coopérerait à l'identification des dons et transferts non autorisés à Vanessa ou aux parties liées. Il renoncerait à toute demande de pension alimentaire. Il libérerait les droits sur l'appartement de la rivière de l'Est et les biens personnels désignés dans le contrat de mariage. Il accepterait un calendrier scellé des fonds matrimoniaux récupérés en attendant une enquête corporative approfondie. Ce n'était pas de la miséricorde. C'était de l'arithmétique. Devant l'immeuble, des journalistes attendaient Adrien. Il partit par une sortie latérale. Claire partit par l'entrée principale. Une jeune journaliste cria, « Madame Duval, avez-vous une déclaration ?» Claire s'arrêta. Estelle murmura, « Attention !» Claire se retourna. Les caméras se levèrent. « Mon nom est Claire Dubois, dit-elle. L'entreprise terminera son examen. Le tribunal gérera le divorce. Je n'ai rien d'autre à ajouter. » C'était tout. Mais le lendemain matin, tous les titres utilisaient Dubois, pas Duval. Le changement de nom fit plus de dégâts qu'un discours n'aurait pu en faire. Au groupe Phare d'Argent, les journées de Claire devinrent une séquence de feux contrôlés. Un fournisseur menaça de poursuite.
Elle bluffe et obtint des factures corrigées le matin. Une banque voulait une assurance. Elle leur donna des garanties, des covenants et 2 sièges au conseil d'administration au sein d'un comité de crédit temporaire. Un vice-président senior démissionna avant de pouvoir être licencié. Elle accepta en 12 mots. Un groupe d'employés demanda une assemblée générale. Elle l'atteint à 16 heures un jeudi, debout sans note dans la cafétéria où les employés avaient l'habitude de bavarder sur elle. « Je ne demande à personne de prétendre que c'est agréable, leur dit-elle. Ce n'est pas le cas. Une entreprise en laquelle vous aviez confiance fait l'objet d'une enquête parce que des personnes au sommet ont abusé de cette confiance. Cela met les gens en colère. Cela les effraie aussi. Voici ce que je peux promettre. La paix est stable. Le travail des clients continue. Les employés honnêtes ne seront pas punis pour les fautes des cadres. Et chaque contrôle que nous reconstruirons sera écrit plutôt que murmuré par le pouvoir. » Une jeune chef de projet leva une main tremblante. « Devrions-nous chercher d'autres emplois ?» Claire apprécia l'honnêteté. « Si vous avez besoin de certitude aujourd'hui, vous devriez toujours vous protéger, dit-elle. Je ne ferai honte à personne pour cela. Mais si vous restez, vous contribuerez à reconstruire une entreprise qui ne dépendra plus du charisme d'un seul homme. J'aimerais que vous restiez. » Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas un cri de ralliement. Cela fonctionna mieux. Les gens restèrent, pas tous. Assez. Marc vint ce soir-là avec un rapport d'audit de 2e phase, à nouveau, de la nourriture. Cette fois, un bol de céréales et du thé chaud. Vous avez pris une habitude, dit Claire. Vous avez développé un talent pour ignorer les repas. C'est dans le rapport ? Annexe C. Elle ouvrit le récipient. Vous savez, la plupart des consultants envoient des factures, pas le dîner. Mes factures sont pires. Je le crois. Pour la première fois depuis la porte du bureau, elle rit sans goût métallique. Marc parut brièvement satisfait, puis le cacha en ouvrant le rapport. La bonne nouvelle, dit-il, c'est que les dégâts sont moindres que les rumeurs. Et la mauvaise ? La pourriture était plus large qu'Adrien. Claire posa sa fourchette. Il lui expliqua. Un vice-président régional qui faisait passer des voyages familiaux par l'hospitalité client. Un directeur des achats qui orientait des contrats vers l'entreprise d'un cousin. Un cadre marketing utilisant les budgets d'événements pour des locations de luxe personnel. Aucun n'était aussi accrocheur qu'Adrien et Vanessa, mais collectivement corrosif. Claire écouta sans surprise. Le pouvoir pourrissait rarement un fruit et laissait la caisse douce. Terminé, demanda-t-elle. Certains suspendre d'autres en attendant une réponse. Récupérer si possible. Divulguer sélectivement mais proprement. Rédiger la séquence. Je l'ai déjà fait. Il lui glissa une page. Claire la lut. Vous vous attendiez à ce que je le demande. J'apprends vos habitudes. La phrase était ordinaire. Cela réchauffa quelque chose en elle quand même. Elle détestait et chérissait cela à la fois. Dans l'ascenseur après une autre journée de 14 heures, Marc dit, « Vous savez, vous n'êtes pas obligé de devenir de l'acier pour survivre à ça. » Claire le regarda. Il continua, les yeux fixés droit devant lui. L'acier est utile. Il est aussi lourd. Êtes-vous toujours aussi poétique après minuit ? Seulement quand je suis sous-payé. Vous venez de me dire que vos factures étaient pires. Les deux peuvent être vrais. Elle sourit malgré elle. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le hall. Adrien se tenait dehors. Il n'avait clairement pas prévu Marc. Ses yeux passèrent de Marc à Claire, puis à la douceur intacte qui n'était pas là plus tôt. Claire vit sa réalisation. Non pas que quelque chose s'était passé. Rien ne s'était passé, mais que quelqu'un d'autre avait été témoin de son épuisement et ne l'avait pas utilisé. Le visage d'Adrien s'effondra pendant une demi-seconde. « Claire, dit-il. »« Avocat, répondit-elle. Il ferma la bouche. Elle passa devant lui. Marc la suivit. Pas trop près, pas trop loin. Au trottoir, Adrien l'appela. «
Je n'ai jamais su comment me tenir à tes côtés. Claire s'arrêta mais ne se retourna pas. C'est vrai, dit-elle. Puis elle monta dans la voiture. La vérité ne le rendait pas moins coupable. Elle rendait seulement la fin plus exacte. Chapitre 7. Une entreprise sans roi. 3 mois après la suspension d'Adrien, le groupe Phare d'Argent cessa de saigner. Pas guéri, pas propre, mais pas en hémorragie. Le premier rapport d'audit externe confirma des faiblesses matérielles dans les contrôles du bureau exécutif, des paiements inappropriés à des parties liées et des avantages non autorisés acceptés par Vanessa Roux. Il identifia également la non-divulgation par l'ancien PDG de relations personnelles affectant les décisions d'approvisionnement. Le conseiller juridique recommanda des actions de recouvrement, des réformes de gouvernance et le renvoi de certains dossiers aux autorités. Le conseil d'administration vota pour révoquer Adrien de façon permanente. Il démissionna avant que le vote ne devienne définitif. C'est ainsi que les hommes comme Adrien tentaient de préserver la forme de la dignité. Il partait 2 minutes avant d'être poussé et appelait cela un choix. L'annonce fut courte. Adrien Duval a démissionné de toutes ses fonctions au sein du groupe Phare d'Argent. Le conseil remercie Monsieur Duval pour ses contributions pendant les premières années de l'entreprise et continuera à coopérer avec l'examen indépendant. Claire l'a lu 2 fois et supprima « remercie » du projet final. La présidente du conseil d'administration protesta. C'est standard. Regardez ailleurs l'était aussi. Ils le supprimèrent. Le cas de Vanessa évolua de manière plus désordonnée. Elle engagea un avocat, menaça de contre-poursuite, divulgua sélectivement, pleura sur un petit podcast, puis fit face au dossier de preuves complet. Après cela, sa posture s'adoucit pour la négociation. Elle accepta de restituer certains actifs, de coopérer au recouvrement des fonds mal acheminés et de s'abstenir de déclarations publiques concernant les procédures en cours. Elle ne s'excusa pas auprès de Claire. Claire n'en exigeait pas. Les excuses de personnes qui regrettaient d'avoir été attrapées n'avaient aucune valeur nutritive. La mère d'Adrien appela une fois. Claire faillit ne pas répondre, puis le fit parce que les vieilles habitudes ont la vie dure. Claire Margaret Duval, dit la voix raide. Je sais que les choses sont difficiles. Elles le sont, en effet. Une pause. Adrien ne va pas bien. Non, il a tout perdu. Non, dit Claire. Il a perdu les choses attachées au mensonge. Ce n'est pas la même chose que tout, point. Margaret inspira brusquement. Vous étiez sa femme et il était mon mari. Cela ne m'a pas sauvée. La femme plus âgée n'eut pas de réponse. Avant de raccrocher, Margaret dit, tu es devenue très froide. Claire regarda le tableau de recouvrement financier sur son bureau, le plan de rétention des employés, la liste des personnes dont les emplois avaient survécu parce qu'elles n'avaient pas laissé l'entreprise s'effondrer dans le sentimentalisme. Non, dit-elle. Je suis devenue indisponible à l'usage. Elle mit fin à l'appel. Le printemps arriva tard cette année-là, ou peut-être Claire ne le remarqua que tardivement. Les arbres devant l'immeuble du groupe Phare d'Argent reverdirent pendant qu'elle était en réunion. La rivière changea de couleur. Les restaurants remirent leurs tables sur les trottoirs. Les employés cessèrent de chuchoter chaque fois qu'elle traversait le hall. Au début, ils l'appelaient Mademoiselle Dubois avec trop de précautions. Puis Claire, puis progressivement la présidente quand ils étaient agacés et Claire quand ils étaient reconnaissants. Elle ne prit pas le poste de PDG permanent. Cela surprit l'industrie. Au lieu de cela, elle construisit une nouvelle structure, un PDG opérationnel sans autorité incontrôlée, un véritable comité d'audit, des approbations de paiement à double contrôle. Des normes de transparence des fournisseurs et des protections pour les lanceurs d'alerte qui contournaient entièrement la direction. Elle présida le comité des risques et de la stratégie, et conserva suffisamment de pouvoir pour empêcher un autre Adrien de se former. Pourquoi ne pas prendre le poste le plus élevé, demanda un journaliste lors d'une interview contrôlée 6 mois après le scandale. Claire songea à donner la réponse efficace. Puis elle donna la vraie, parce qu'une entreprise ne devrait pas être conçue autour de l'admiration d'une seule personne. La citation circula. Certaines personnes la louèrent.
D'autres l'appelèrent un tacle voilé. Adrien, selon une connaissance mutuelle qui ne comprenait pas les limites, la vit et ne quitta pas son appartement pendant 2 jours. Claire ne demanda plus de nouvelles. Le cabinet de Marc termina son rapport final au début de l'été. La réunion de clôture dura 2 heures et se termina par un classeur assez épais pour bloquer une porte. Vous comprenez, dit Marc, que nous espérons ne plus jamais vous revoir professionnellement. Claire jeta un coup d'œil au classeur. Votre cabinet dit cela à toutes les victimes de fraude interne. Seulement aux efficaces. Estelle, assise à côté de Claire, renifla. Il flirte en langage d'audit. Marc ne rougit pas tout à fait. Ce fut encore mieux. Claire jeta un regard à Estelle. Ne fais pas ça. D'accord. Je ne soulignerai pas que l'homme t'a apporté de la soupe 11 fois. 9. Alors tu as compté. Claire reprit son stylo. Continue le rapport. Marc le fit avec une discipline admirable. Ensuite, dans l'ascenseur, il demanda, « Mangez-vous ce soir ou faites-vous semblant que les amandes sont un repas ? J'ai des projets. Avec de la nourriture potentiellement. » Ce n'est pas une réponse. Elle le regarda. Demandez-vous pour des raisons professionnelles ? Non. L'ascenseur sembla plus petit. Marc n'était pas Adrien. Il n'envahissait pas, ne souriait pas pour gagner, n'utilisait pas le silence comme levier. Il se tenait simplement là, laissant la question exister et lui donnant la liberté de refuser. C'était décemment exaspérant. Je ne suis pas prête, dit Claire. Il hocha la tête. Je n'ai pas demandé si vous l'étiez. Qu'avez-vous demandé ? Si vous vouliez dîner. L'ascenseur s'ouvrit. Claire sortit puis se retourna. Demain, dit-elle. Quelque chose de calme. Pas d'investisseurs, pas de dossier d'audit, pas de soupe à moins que ce ne soit au menu. L'expression de Marc s'adoucit. Demain. Ce n'était pas un début, pas encore. Mais ce n'était pas rien. Le dîner eut lieu dans un petit restaurant italien de Brooklyn où les tables étaient en bois ancien et le serveur ne reconnaissait aucun d'eux. Marc ne portait pas de cravate. Claire portait une robe verte qu'elle possédait depuis des années, mais qu'elle ne portait jamais parce qu'Adrien avait dit un jour qu'elle la rendait trop sévère. Elle considérait maintenant cela comme une recommandation. Ils parlèrent de livres, de mauvais cafés d'aéroport, de la cruauté étrange des publications LinkedIn, et du fait que Marc avait grandi dans une maison où tout le monde se disputait à coups de notes de bas de page parce que ses parents étaient tous deux universitaires. Ce n'est qu'au dessert qu'il mentionna l'évidence. Voulez-vous parler de lui ? Non. Alors nous ne le ferons pas. Claire baissa les yeux vers son verre. Si facile ? Oui. Elle ne savait presque pas quoi faire de cette facilité. Alors elle lui posa une question à la place. Pourquoi l'expertise comptable ? Il réfléchit. Parce que les chiffres ne disent pas la vérité automatiquement. Les gens pensent que si. Ils ne le font pas. Les chiffres sont comme des témoins. Ils disent ce qu'ils ont vu, mais seulement si vous posez les bonnes questions. Claire sourit. C'était presque romantique. Alors je m'excuse. Ne le faites pas. Le deuxième dîner eut lieu 2 semaines plus tard. Puis une promenade. Puis un musée où il écouta sérieusement son opinion sur un tableau et ne dit pas « Je ne comprends pas l'art » comme si c'était une personnalité. Puis un appel tard le soir après la première audience de Claire où elle ne voulait pas de conseils. Et il sut d'une manière ou d'une autre dire « Cela semble épuisant et rien d'autre ». Son divorce fut prononcé en octobre. L'audience fut brève. Le juge examina l'accord, confirma que les 2 parties en comprenaient les termes et demanda si le mariage était irrémédiablement brisé. Adrien regarda Claire avant de répondre. Oui, dit-il. Claire dit, oui. Le mot n'eut pas d'écho. Il entra simplement au dossier. Devant le palais de justice, Adrien demanda 1 minute. Estelle resta à proximité. Claire hocha la tête. Adrien paraissait plus mince. Pas de façon dramatique. Suffisamment. Il avait vendu la villa de Deauville.
Il coopérait aux enquêtes restantes. Son exposition légale s'était réduite, mais n'avait pas disparu. L'industrie ne lui avait pas pardonné, principalement parce que son utilité avait diminué. « Je quitte New York », dit-il. Claire attendit. Lyon d'abord, peut-être la Côte d'Azur plus tard. Une plus petite firme a offert un poste. Aucun titre digne d'être mentionné. Il rit doucement, sans humour. Peut-être que c'est bien. Peut-être. Il l'étudia. Vous avez l'air plus légère. Je le suis. Cela lui fit mal. Elle ne s'excusa pas. Je vous ai écrit des lettres, dit-il. Je ne les ai pas envoyées. Bien. Il hocha la tête comme s'il s'y attendait. Je voulais dire que je suis désolé sans utiliser désolé comme un piège. J'apprends encore la différence. Claire regarda les marches du palais de justice, les gens qui bougeaient autour d'eux avec leur propre faim. Alors apprends-le loin de moi. Il déglutit. Je le ferai. Il se tourna pour partir puis s'arrêta. Claire. Elle se retourna. Tu as été la meilleure chose que j'ai jamais eue. Elle ne sourit pas. Je n'étais pas une chose, dit-elle. Adrien ferma les yeux un instant. Non, dit-il. Tu ne le es pas. Puis il s'éloigna. Estelle vint se placer à ses côtés. Ça va? Claire y réfléchit. Oui. Vraiment? Vraiment. Alors prenons un café horrible et portons un toast à ta liberté. Claire regarda la ville, grise et bruyante et entièrement indifférente à la fin de son mariage. Bien. Ce soir-là, elle rencontra Marc pour le dîner. Elle lui dit que le divorce était prononcé. Il ne la félicita pas immédiatement. Au lieu de cela, il demanda « Que ressens-tu aujourd'hui ?» Claire réfléchit. Comme déposer une valise que j'avais oublié de porter. Ce n'est qu'alors qu'il leva son verre. Elle trinqua. Aux mains légères. Le lendemain matin, Claire entra au groupe Phare d'Argent, vêtue de la robe verte qu'Adrien avait détestée, et signa la charte de gouvernance finale. En bas, sous « présidente du comité des risques et de la stratégie », elle écrivit « Claire Dubois ». La signature ressemblait à une porte. Chapitre 8. Le bol à verre à minuit. Un an après la salle de conseil, le groupe Phare d'Argent affichait son meilleur trimestre depuis le scandale. L'entreprise ne célébra pas avec du champagne. Claire avait banni le champagne du bureau après qu'une jeune analyste eût dit que cela faisait de chaque victoire de cadre le prélude à une terrible décision. Au lieu de cela, ils organisèrent un petit déjeuner. Bagel, fruits, café et un énorme gâteau qui disait « Contrôle propre ». Chiffre propre en glaçage bleu parce que le nouveau contrôleur avait un sens de l'humour sombre. Les employés adorèrent. Claire se tenait à l'arrière pendant que la nouvelle PDG, Dana Moreau, faisait le discours. Dana avait des cheveux courts argentés, une voix grave et aucun intérêt à prétendre que les affaires étaient une famille. Claire l'aima immédiatement. « Nous ne réussissons pas parce qu'une personne nous a sauvés », dit Dana à l'assistance. Nous réussissons parce qu'assez de gens ont refusé de se taire quand cela comptait. Continuez à refuser. Cela fut applaudi. Claire applaudit aussi. Marc, qui était venu pour la validation de la gouvernance et certainement pas pour le gâteau, se tenait à ses côtés. Toutes vos manifestations d'entreprise impliquent-elles des commentaires sur le glaçage, demanda-t-il. Seulement les scènes. Dana les aperçut et désigna. Gâteau du bois Lambert. Tous les deux. Claire prit une petite part. Marc en prit une plus grande. Vous mangez du gâteau, demanda-t-elle. Je contiens des multitudes. Apparemment, ils se voyaient depuis 8 mois à ce moment-là, si se voir était le bon mot pour ce que les adultes prudents faisaient après une trahison. Ils dînaient. Ils se promenaient. Ils se disputaient sur des films. Marc gardait une brosse à dents chez elle et agissait comme si c'était un traité nucléaire. Claire avait rencontré sa sœur une fois par hasard dans une librairie, et la sœur avait ensuite envoyé un SMS à Marc, elle est effrayante. Épouse-la quand elle cessera d'avoir l'air de vouloir s'enfuir.
Marc ne montra pas le SMS à Claire avant 3 semaines. Elle rit si fort qu'elle dut s'asseoir. Leur relation n'avait pas la qualité vive et fiévreuse de ses premières années avec Adrien. Pas de grands discours, pas de promesses publiques, pas de sauvetage dramatique. Au lieu de cela, il y avait l'accumulation tranquille de preuves. Marc se souvenait qu'elle détestait la coriandre. Il ne touchait jamais son ordinateur portable, pas même pour le déplacer. Quand elle disait qu'elle avait besoin d'être seule, il la croyait la première fois. Quand elle voulait de la compagnie mais pas de conversation, il apportait un livre. Quand elle était en colère, il ne lui disait pas que la colère la rendait belle, ou effrayante, ou irrationnelle. Il demandait si elle voulait des témoins ou des solutions. Parfois, elle se réveillait encore à 3 heures du matin, le cœur battant, convaincue d'avoir manqué une clause cachée, une deuxième trahison, une autre porte laissée entr'ouverte. Marc ne lui dit jamais de se calmer. La première fois que cela arriva alors qu'il était là, il alluma la lampe et dit « Voulez-vous vérifier les serrures ou rester assise jusqu'à ce que votre corps se calme ?» Elle le fixa. Il attendit. « Les serrures, dit-elle. » Ils les vérifièrent. Puis ils s'assirent. C'était ça, l'intimité. Claire apprit. Pas toujours la chaleur. Parfois, simplement ne pas être bousculé par la peur. La vie d'Adrien continuait en arrière-plan comme une radio dans un autre appartement. Il quitta New York. Il prit un rôle stratégique dans une firme de taille moyenne en dehors de Lyon. Il ne donna aucune interview. De temps en temps, un contact mutuel le mentionnait, puis se souvenait de l'expression de Claire et s'arrêtait. Elle entendit une fois qu'il était en thérapie, une fois qu'il avait vendu le reste de ses actions du groupe Phare d'Argent pour financer des règlements, une fois qu'il ne sortait avec personne. Elle n'enquêtait pas. Vanessa déménagea en Provence, puis quelque part en dehors de Bordeaux, puis disparut des cercles professionnels publics. Son LinkedIn devint privé. Sa tentative de se redéfinir comme consultante en leadership féminin dura 6 semaines avant qu'Internet ne retrouve l'ancien audio. Claire n'apprécia pas cela. Elle ne le regretta pas non plus. Reconstruire le groupe Phare d'Argent lui laissait moins de temps pour être sentimentale sur les fins. L'entreprise avait du vrai travail, de nouveaux clients, de nouveaux produits, de nouveaux risques. Le marché ne se souciait pas que Claire ait été trahie. Il se souciait de savoir si les contrats étaient signés et si les systèmes fonctionnaient. Cette discipline lui convenait. La deuxième année, le groupe Phare d'Argent avait une réputation qu'il n'avait jamais possédée sous Adrien, moins glamour, plus digne de confiance. L'entreprise perdit certains clients tapa accent grave l'œil et gagna des clients institutionnels. Le dossier d'investisseur devint moins beau et plus honnête. Dana appela cela « enfin devenir adulte ». Le conseil d'administration accepta d'offrir aux employés une participation aux bénéfices liés à des objectifs de conformité ainsi qu'aux revenus. Claire insista. Les revenus sans discipline sont un défi, dit-elle. La citation apparut dans un bulletin de l'industrie. Marc l'imprima, l'encadra maladroitement et la laissa sur son comptoir de cuisine. Elle menaça de mettre fin à la relation. Il dit, une réponse proportionnée. Elle la garda dans un tiroir. Le deuxième anniversaire de la réunion du conseil, Claire se rendit seule à l'ancien étage de bureau. La suite du PDG avait été réaménagée. Le canapé avait disparu. Le bureau en verre noir avait été remplacé par une table de stratégie commune. La porte qui avait autrefois été entr'ouverte était maintenant entièrement vitrée avec un store d'intimité qui enregistrait quand il était baissé. Chaque bureau de direction avait la même règle. Pas de portes opaques pendant les heures de bureau sans journaux de réunion. Certains appelaient cela excessif. Claire appelait ça la mémoire. Elle resta là plus longtemps qu'elle n'avait l'intention. Dana la trouva. Chasse aux fantômes, Madame Dubois. Dana s'appuya contre l'embrasure de la porte. Ça va? Oui. Bien. Parce que le nouveau client de gestion des risques d'entreprise est agaçant et j'ai besoin que tu les effraies poliment. Claire sourit. Poliment. Essaie. Le travail continuait. Ce soir-là, Marc vint avec des plats à emporter. Claire ne lui avait pas dit quel jour c'était.
Il le savait quand même. Ils mangèrent à l'îlot de la cuisine, la terrible citation encadrée dépassant du tiroir parce qu'il l'avait ouvert plus tôt en cherchant des baguettes. Après le dîner, il lava les récipients sans demander s'ils devaient être recyclés parce qu'il avait appris le système. Claire essuya le comptoir. 2 ans, dit-il. Oui. Veux-tu le marquer? Je ne sais pas. Il hocha la tête. Elle se tourna vers lui. Penses-tu parfois que je suis trop compliquée? La question les surprit tous les deux. Elle sortit de sa bouche plus doucement qu'elle ne l'avait voulu. Marc posa la serviette. Non. Si vite? Oui, tu n'y as pas réfléchi. J'y ai réfléchi. Pas parce que tu es compliqué, mais parce que tu pourrais poser la question un jour. Sa gorge se serra. Marc s'approcha, mais ne la toucha pas. Claire, aimer quelqu'un qui a survécu à une trahison signifie comprendre que parfois le passé entre dans la pièce avant eux. Ce n'est pas un problème. C'est la météo. On apprend la prévision. On prend un manteau. On ne blâme pas le ciel. Elle le fixa. C'était trop poétique, dit-il. Je le regrette. Elle rit, puis pleura, ce qui était gênant et humain. Il lui tendit une serviette parce qu'elle était dans sa main, puis eut l'air horrifié de lui-même. C'était pour la vaisselle. Cela la fit rire plus fort. Plus tard, assise sur le sol du salon parce que le canapé semblait soudain trop formel. Elle lui raconta l'histoire complète de la porte du bureau, pas la version publique, l'interne. La façon dont le mot « femme » avait coupé, le rouge à lèvres cassé, le moment exact où Adrien s'était tenu entre elle et Vanessa, la honte de réaliser qu'elle n'avait pas été assez choquée. La rage de savoir qu'une partie d'elle avait attendu d'avoir raison. Marc écouta sans interrompre. Quand elle eut fini, il dit « Je suis désolé qu'il t'ait fait entendre ça. » Pas « Je suis désolé que cela soit arrivé. » Pas « Je suis désolé que tu aies traversé ça. » Il nomma la chose. Claire appuya sa tête contre le canapé. Moi aussi. C'était la première fois qu'elle le disait sans se sentir faible. Après cette nuit-là, quelque chose en elle se reposa, pas complètement. La guérison n'arrivait pas comme un coursier avec une preuve de livraison. Elle venait en petits colis suspects. Un matin sans penser à Adrien, une dispute avec Marc qui ne ressemblait pas à un abandon. Une réunion de conseil où quelqu'un était en désaccord avec elle et son système nerveux ne le transformait pas en guerre. Un jour où elle passa devant un présentoir de rouge à lèvres et ne sentit pas le claquement de la cire rouge dans sa main. 3 ans après le scandale, le groupe Phare d'Argent ouvrit son nouveau centre de formation à la conformité. Dana insista pour nommer l'une des salles le « laboratoire du bois ». Claire refusa. Les employés commencèrent à l'appeler ainsi de toute façon, ce qui rendit le refus inutile. Lors de l'ouverture, Claire prononça un court discours. Le but des contrôles n'est pas de supposer que tout le monde est corrompu, dit-elle. Le but est de s'assurer que les bonnes personnes ne sont pas forcées de dépendre de l'honneur des mauvaises. La citation fut largement relayée. Adrien la vit. Elle le savait parce qu'il écrivit une lettre. Elle arriva à son bureau manuscrite, transmise par son avocat parce qu'il se souvenait au moins de la limite. Claire ne l'ouvrit pas pendant 2 jours. Quand elle le fit, elle était courte. Claire, j'ai vu le discours. Tu avais raison sur l'entreprise, sur moi, sur le fait que l'amour ne remplace pas l'honnêteté. Je n'attends pas de pardon et je ne demanderai pas de rencontre. Je voulais seulement dire que j'apprends enfin la différence entre perdre quelque chose et le détruire. J'ai détruit nous. J'espère que la vie que tu as construite est plus douce que celle que je t'ai demandé de porter. Adrien. Claire l'a lu une fois. Marc était dans la cuisine en train de faire du thé. Il vit le papier dans sa main. Ancienne affaire, demanda-t-il. Ancienne dette. Voulez-vous la garder? Elle pensa au papier déchiqueté il y a des années. Aux vieux noms, aux vieilles portes, aux anciennes versions d'elle-même qui avaient supplié des explications à des gens qui profitaient de la confusion. Non. Elle supprima le courriel. Puis elle le supprima de la corbeille. Marc lui tendit le café. Petit déjeuner, demanda-t-il.
Oui. Que voulez-vous? Elle regarda la rivière, le soleil, la ville qui avait contenu toutes ces versions. Épouse, témoin, procureur, présidente, amante, mariée, elle-même, quelque chose avec trop de beurre. Marc sourit. Excellente base matrimoniale. Leur vie après le mariage ne devint pas parfaite. Cela aurait insulté tout ce qui était réel. Ils se disputaient sur les réglages du thermostat, les systèmes de calendrier, si la vilaine lampe de Marc était vintage ou simplement moche, et l'habitude de Claire de lire des documents d'acquisition au lit. Elle travaillait toujours trop. Il utilisait toujours trop de notes de bas de page dans les conversations ordinaires. Parfois le passé traversait le mur la nuit et s'asseyait au bord du lit. Quand cela arrivait, Marc ne paniquait pas. Claire ne fuyait pas. Il vérifiait les serrures ou s'asseyait ou faisait du thé. Le groupe Phare d'Argent continua sous la direction de Dana. Claire se retira de la gestion quotidienne des crises pour se consacrer à la stratégie à long terme. Elle fonda une association offrant un soutien juridique et financier aux femmes quittant des mariages mêlés à la propriété d'entreprise. Estelle présida le réseau juridique. Dana fit semblant de ne pas aimer siéger au conseil d'administration. Marc, interdit de toute implication formelle parce que Claire disait qu'un seul Lambert dans sa vie suffisait, fit des dons anonymement et mal car Estelle devina immédiatement. Lors du premier gala de la fondation, une journaliste demanda à Claire quels conseils elle donnerait aux femmes à qui on disait d'être patientes face aux erreurs des hommes puissants. Claire n'hésita pas. Ne confondez pas la patience avec le contrôle des dégâts non rémunérés. La citation fit le tour du monde. Adrien l'a probablement vue. Vanessa aussi, probablement. Claire s'en moquait. Reconstruire le groupe Phare d'Argent lui laissait moins de temps pour être sentimentale sur les fins. Des années plus tard, un mardi ordinaire, Claire retrouva la vieille photo de la salle de conseil dans une boîte d'archives. L'image d'elle debout devant l'écran, Adrien pâle à la table, le premier diagramme de fond derrière elle. Quelqu'un l'avait imprimé pour les dossiers juridiques. Elle l'atint un instant, non pas avec chagrin, non pas avec triomphe, mais avec une étrange gratitude pour la femme sur l'image. Cette femme avait été furieuse. Elle avait aussi été vivante. Claire plaça la photo dans un dossier intitulé « Histoire » et la remit aux archives. Ce soir-là, elle rentra chez elle. Marc était dans la cuisine en train de faire de la soupe parce que le temps existait et qu'il pensait donc que la soupe devrait exister aussi. Il leva les yeux quand elle entra. Dure journée, vieille journée. Il ne demanda rien de plus. Elle s'approcha, l'embrassa et vola un morceau de pain sur la planche à découper. Il dit que c'était pour le dîner. Elle dit, moi aussi. Il rit. Dehors, les lumières s'allumaient dans la ville, fenêtre par fenêtre, ordinaires et lumineuses. Autrefois, Claire avait été la femme d'Adrien Duval. Puis elle devint la femme qui l'avait exposée. Puis la présidente qui reconstruisit ce qu'il avait failli ruiner. Puis une personne aimée par un homme qui n'avait pas besoin d'elle petite. Mais avant tout cela, et après tout cela, elle était Claire Dubois. Son propre nom, sa propre maison, sa propre porte. Et à partir de ce jour, personne n'y entrait sans permission.